Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder les transistors MOSFET en commutation par une application pratique. Le sommaire est le suivant: comparaison MOSFET et bipolaire, constitution et symbole, ensuite MOSFET en commutation, puis une fiche technique du RFZ44 et comment tester un MOSFET, et enfin variateur de vitesse à base de MOSFET. Une comparaison entre les transistors MOSFET et les bipolaires s'avère utile. Les avantages des MOSFET par rapport aux transistors bipolaires sont les suivants. Les bipolaires possèdent une commande en tension, donc faible consommation de puissance, puisque le courant dans la grille est très faible. Par contre, les transistors bipolaires possèdent une commande en courant, donc une consommation très importante, surtout au niveau de la base. Les transistors MOSFET sont plus simples à fabriquer et leur encombrement est très réduit, d'où leur utilisation dans les circuits complexes et denses. Les inconvénients des transistors MOSFET par rapport aux transistors bipolaires sont: les MOSFET possèdent une fréquence de commutation limitée à cause de leur lenteur, mais les MOSFET de puissance sont relativement rapides. Deuxième inconvénient, c'est qu'ils ont une sensibilité à l'électricité statique. Il existe deux types de transistors MOSFET. On trouve le MOSFET à canal P et le MOSFET à canal N. La constitution, la grille, on trouve la grille, le drain et la source. Le MOSFET à canal N est repéré par cette flèche-là, qui est vers l'extérieur. Le courant dans la grille est nul. La tension VGS, c'est la tension grille-source. Le MOSFET à canal P est passant lorsque VDS est négatif. Et le courant ID est négatif aussi, puisqu'il circule dans ce sens-là. IIS, courant dans la source, est égal au courant dans le drain, puisque le courant dans la grille est nul. On dit que le transistor MOSFET à canal P est bloqué lorsque le courant ID est nul. Quant au MOSFET à canal N, il est passant lorsque VDS est positif et ID est positif. Il est bloqué de la même façon que le canal P lorsque ID est nul. On le repère par cette flèche entrante. VGS, c'est la tension entre grille et source, et VDS, c'est la tension drain-source. Quelles sont les conditions pour bloquer un MOSFET canal N? Pour bloquer un transistor MOSFET canal N, ce transistor-là, il faut que la tension VGS soit inférieure à une tension VGS-TH, c'est la tension de seuil. Et il faut que lors du blocage, la tension RDS est supérieure à 10 puissance 8 ohms. Le courant dans le drain ici est nul. Mais quand il est passant, la résistance drain-source est très faible et sa valeur varie d'un transistor à un autre.
Le schéma équivalent du transistor à l'état bloqué. Donc ici, on a la grille, le courant dans la grille est nul. Et le transistor, il est équivalent à deux résistances en série. C'est la résistance de la charge ici. Et entre le drain et la source, le transistor est équivalent à un interrupteur ouvert. Donc le courant ID sera nul. Et la tension aux bornes de la charge est nulle, puisque le courant ID égale à 0. Donc cette tension-là, VDS, elle est égale à plus VCC. Puisque si on fait la loi de May, on a VCC est égal à VDS plus la résistance de la charge fois le courant ID. Puisque cette tension-là est nulle, donc la tension drain-source, elle est égale à cette tension-là plus VCC. Mais pour le bloquer, il faut que la tension VGS, cette tension-là, d'accord, il faut qu'il soit inférieur à une tension de seuil TH, qu'on appelle tension de seuil. Pour saturer le transistor MOSFET, il faut que la tension VGS soit supérieure à la tension de seuil plus le courant ID sur GM. GM est la transconductance en Siemens. Ou ohm moins 1. RDS est très faible dans ce cas. Le schéma équivalent est le suivant. Toujours dans le cas de MOSFET à canal N, le courant dans la grille est nul. Et dans ce cas-là, puisque la résistance est très faible, on le schématise par un interrupteur fermé. Donc le schéma équivalent est tel qu'on a la résistance de charge en série avec la résistance RDS qui est pratiquement nulle. Donc, le courant qui passe dans le drain est égal à cette tension-là plus VCC divisé par la résistance de charge. Puisque la tension VDS est égale à 0. Mais le courant est positif. Donc ID est égal à VCC divisé par la résistance de charge. Il est positif. Puisque cette résistance-là est très faible, donc la tension VDS sera très très faible. Donc on assimile cette résistance-là à un fil, donc à un interrupteur fermé. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que à l'état bloqué, le transistor ou bien la jonction drain-source est équivalent à un interrupteur ouvert, le courant est nul et VDS égale à plus VCC. Et à l'état passant, le transistor entre le drain et la source est équivalent à un interrupteur fermé et le courant dans le drain, il est égal à VCC sur la résistance de charge et la tension VDS est nulle. Mais il faut que la tension VGS, cette tension-là, VGS doit être supérieure à la tension VGS TH. C'est la tension de C. Cette tension-là est indiquée sur la fiche technique de chaque transistor. Nous allons voir le cas du transistor IRF Z44.
Par fabrication, deux diodes Zener sont incorporés entre la grille et la source, bien sûr en parallèle. Tout ça, c'est pour protéger le transistor MOSFET contre une tension VGS excessive qui peut dépasser la tension VGS maximale donnée par le constructeur. Et cette incorporation de ces deux diodes-là diminue la grande résistance d'entrée. Parce que on a vu que la résistance d'entrée d'un transistor MOSFET est très élevée grâce à sa grille qui est isolée par rapport au drain et à la source. Et par constitution, une diode parasite est montée en inverse entre drain et source. Mais pour remédier à ce problème-là, on ajoute d'une manière extrinsèque, c'est-à-dire à l'extérieur du transistor, deux diodes rapides que j'ai notées ici, DR1 et DR2, pour limiter la lenteur de cette diode parasite. Voici une fiche technique simplifiée du transistor MOSFET IRFZ44N. Il a une tension VDS de 55 volts. Le courant dans le drain ne doit pas dépasser 49 volts à une température de jonction qui est égale à 25 degrés. La puissance totale que peut dissiper ce transistor est de l'ordre de 110 watts. Et à l'état passant, la résistance drain source, que j'ai noté ici RDS on, est à peu près égale à 22 milliohms. Vous remarquez que c'est un transistor qui est c'est une résistance qui est très faible. Mais pour une tension VGS égale à 10 volts. La température de la jonction ne doit pas dépasser 175 degrés Celsius. La tension de seuil VGS, qu'on a noté VGS-TH, est comprise entre 2 volts et 4 volts. 2 volts c'est la tension minimale et 4 volts c'est la tension maximale. Et la tension typique est de l'ordre de 3 volts. La tension VGS maximale à ne pas dépasser est de l'ordre de plus ou moins 20 volts. Au début, je mets le multimètre sur la position diode. Voici le transistor RFZ44, la grille. Voici la grille, le drain et la source. Le boîtier est relié au drain. On va le vérifier. Je mets sur position multimètre. Ça va biper. Voilà. Moi, pour le tester, je dois d'abord court-circuiter les 3 bornes afin de décharger le transistor de l'électricité statique, comme vous le voyez ici. Ensuite,
le plus, je mets le plus sur la source, le moins sur le drain. Donc, je reviens en position diode. Et là, vous remarquez qu'on a ici une diode parasite entre la source et le drain. Donc il est passant dans ce sens et il est bloqué dans l'autre sens. Passant dans ce sens, bloqué dans l'autre sens. Maintenant, je vais donner une impulsion sur la gâchette en appliquant une tension VGS supérieure à la tension de seuil. Vous allez remarquer que le transistor devient passant. Voilà. Je n'ai pas donné suffisamment d'impulsion. Voilà, vous remarquez que la jonction drain-source se comporte comme un conducteur, donc dans les deux sens. C'est comme un interrupteur fermé. C'est bon. Maintenant, si j'applique une tension négative sur la grille, vous allez remarquer qu'il sera bloqué. Ici, on revient à la position d'une diode. Mais le transistor MOSFET est bloqué dans ce cas. Je reprends, je donne une impulsion positive. Là, se comporte comme un conducteur. Vous remarquez qu'on a ici 0 comme un court-circuit. L'impulsion positive sur la grille, le transistor se comporte comme un interrupteur fermé. Vous voyez ici, c'est 0. On peut le vérifier en passant la position en mètres. Ça va biper. Voilà, dans les deux sens. Maintenant, une impulsion négative sur la grille. Le transistor MOSFET est bloqué. Voilà. Voici le schéma pratique du montage. Le variateur de vitesse du moteur est réalisé autour du MOSFET IRF-Z44 qu'on a étudié. Ce transistor est commandé en tension. C'est une commande PWM, une modulation à largeur d'impulsion autour du NE555. Et le rapport cyclique alpha est variable ici, mais la fréquence est fixe. En fait, il s'agit d'un hacheur série. La diode de roue libre ici permet de protéger le transistor MOSFET quand il est bloqué. Et en agissant sur ce potentiomètre-là, on fait varier le rapport cyclique alpha.
et par conséquent, on agit sur la valeur moyenne de la tension aux bornes du moteur. Et comme la tension du moteur est pratiquement proportionnelle à alpha, c'est-à-dire au rapport cyclique, et par conséquent, on fait varier la vitesse n, ici, du moteur, puisque la force électromotrice du moteur est pratiquement proportionnelle à la tension UM. Et pour varier UM, on agit sur le potentiomètre qui fait varier alpha. Voilà le schéma du variateur de vitesse. Je répète, c'est un hacheur série. Maintenant, on passe à la partie pratique. Donc, on l'alimente avec une tension de 12 volts, le moteur et le circuit de commande. Voilà. Donc, comme j'ai dit, on va agir sur le potentiomètre. On va remarquer que le moteur commence à tourner. Voilà. Donc, vous remarquez ici que le moteur tourne. Plus on augmente le rapport cyclique alpha, plus la tension aux bornes du moteur varie et par conséquent, le moteur commence à tourner plus vite. Ici, vous voyez le transistor RF et RF Z44. Voilà. On va diminuer alpha. On va augmenter de nouveau. C'est pratiquement la vitesse maximale du moteur. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.